Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est écrivaine et traductrice. D'origine japonaise, elle a parcouru le monde, Espagne, Italie, Algérie, Israël, Turquie, Afghanistan et Iran pour finalement quitter son pays et s'installer à Paris. Son désir, écrire. Ses sujets, tout ce qui est précisément difficile à écrire, à attraper et à poser sur une page. Les nuages, le fade et l'astringent, les fantômes et désormais les odeurs. Son 17e livre est un recueil de courts textes où s'y croisent l'odeur du basilic, celle du métro, le parfum arpège de l'envin, l'odeur indigo de l'encre, celle du maquereau, celle d'une forêt ou d'un risotto aux asperges sauvages. Mais aussi l'odeur d'un tableau, de la séparation, d'une voix ou de l'au-delà. Bonjour Ryoko Sekiguchi. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Pour commencer, Ryoko Sekiguchi, parce que vous avez donc écrit ce recueil, L'appel des odeurs, qui sort aujourd'hui même aux éditions POL, j'ai un petit questionnaire olfactif à vous soumettre. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse et vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour y répondre, un long ou court, comme vous voulez. Quelle est la première odeur dont vous vous souvenez ? Je pense l'odeur du vent. Du vent ? Oui, du vent. Ça a quelle odeur, le vent ? L'odeur du vent et je pense j'étais avec ma mère. Et donc il y a à la fois l'odeur de sa main et du vent. Quelle est pour vous l'odeur de Paris, de Tokyo et de Rome ? Qu'est-ce qui caractérise selon vous ces trois villes où vous avez vécu ? Alors Tokyo, c'est tout de suite c'est l'odeur du métro qui est pas le même que celle de Paris. Je vous le souhaite. Oui. Qui est un peu qui a une odeur un peu grise, qui est comme une sorte de pierre grise un peu chauffée. Paris, c'est l'odeur de Roissy à l'aéroport. Ah oui. Oui, des parfums. Justement, des parfums un peu, enfin, le un mélange de parfums qui se vendent là moins cher. de duty free, parce que c'est ça qu'on remarque tous les voyageurs, tous les touristes qui arrivent à Paris, enfin qui débarquent. Et vous avez dit Rome. Ah, alors Rome. Ah, je sais pas. C'est vrai. Ah, peut-être l'odeur d'oranger. C'est mieux que l'odeur des drugstores oui, c'est vrai, de Paris quand même, vrai. de Roissy. Quelle est la pire odeur pour vous, Ryoko Sekiguchi ? L'odeur sur laquelle les gens collent une mauvaise image. Donc, par exemple, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de bonne odeur et mauvaise odeur. Comme il n'y a pas de bon plat et mauvais plat, bon goût, mauvais goût. Et qu'à partir du moment où il y a le mépris, il y a et à ce moment-là, j'ai envie le pire odeur, en fait, c'est l'odeur que je veux défendre. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, mais par exemple, on pourrait avoir aussi une odeur qui sent très bon, par exemple le safran. Oui. Mais moi, personnellement, je déteste cette odeur. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Non, je n'ai pas. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'odeur qui vous répugne. Ah bah non. En fait, je me l'interdis. Ah oui. Ouais. Mais comment on peut s'interdire ça ? Comme le goût. En fait, j'ai décidé que je ne dirai jamais que c'est mauvais, que j'aime pas. Oui, mais il y a des choses que le dégoût se commande pour vous ? Non, j'aime. Enfin, j'aime. Même si j'aime moins. Enfin, je ne dis jamais que, par exemple, j'aime pas un plat, comme je ne dis jamais j'aime pas une odeur. Quelle est l'odeur de ce livre, L'appel des odeurs ? Vous parlez beaucoup de l'odeur d'un livre, des textes, des pages, de l'encre, mais quelle est l'odeur de ce livre qui embrasse tellement de parfums, de saveurs L'odeur des mots. Alors, quelle est l'odeur des mots ? L'odeur des mots, c'est... Je pense que c'est l'odeur des mots qui sont accueillants. Et pour finir, et je sais que c'est une question impossible, quelle est votre odeur à vous ? Ah, comment vous vous sentez ? Il n'y a pas d'odeur. Enfin, si. Alors, mon odeur, c'est le. Ah, c'est le.
Ah oui, c'est vrai. C'est Mais oui, impossible. mais C'est je vous impossible. cite parce C'est qu'à vrai. la fin de C'est votre vrai, livre, c'est vous dites que le selfie olfactif est C'est vrai. impossible. Ouais. On peut pas sentir en Ben fait. non, mais en même temps, je me souviens du jour où je recommençais à me sentir parce que j'ai perdu l'odorat et puis je le retrouvais en fait comme beaucoup de gens enfin avec le Covid et c'est pour ça que j'avais un moment de d'hésitation et c'était la joie. De C'est pouvoir vous vrai. ressentir en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Le sens de la confusion. Parce qu'il est difficile d'analyser les odeurs. Il n'y a pas de vocabulaire olfactif, il n'y a pas de système d'analyse ni d'écriture olfactive qui permettent de reconstituer à coup sûr une odeur une fois qu'on l'a décrite. Il n'y a pas de vocabulaire parce que le vocabulaire qui permet de décrire les odeurs est en fait un vocabulaire emprunté aux autres sens. On parle d'une odeur de tel objet ou donc qui se réfère à la présence visuelle de cet objet. Une odeur assourdissante, par métaphore, avec les sensations auditives, ou encore une odeur verte qui évoque la prairie, ou au contraire ce qui est jeune. Mais dans tous ces cas-là, le vocabulaire n'est pas proprement olfactif. La voix de l'historien Alain Corbin, qui est l'auteur du Miasme et la Jonquille, qui est paru en 1982. Cette archive, elle, date de 1987. Est-ce que vous êtes d'accord, Ryoko Sekiguchi, avec ce qu'il dit ici à propos de l'odorat, à savoir qu'il règne une grande confusion, qu'on manque à la fois d'un système analytique, mais aussi d'un vocabulaire pour décrire les odeurs que l'on sent? Oui, alors je suis à la fois entièrement d'accord, bien sûr, avec lui, mais aussi j'ai envie de dire que ce n'est pas parce que le vocabulaire n'existe pas, c'est parce que les gens ont décidé, disons, les gens pensent que le vocabulaire n'existe pas. Et tout à l'heure, donc, il a fini par dire que, par exemple, on peut dire que l'odeur verte, l'odeur assourdissante, mais ce n'est pas le qualificatif olfactif. Mais qui a décidé que ce ne sont pas des qualificatifs olfactifs? À partir du moment où cette odeur verte nous évoque quelque chose, on peut dire qu'il est complètement olfactif, non, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre livre qui paraît aujourd'hui aux éditions POL. Ça s'appelle L'appel des odeurs. Vous avez déjà travaillé aussi sur la voix, sur l'ouïe, et c'est vrai que sur le goût aussi, on va en reparler parce que la cuisine fait énormément partie de vos textes, de votre vie et de ce livre aussi. Et c'est vrai que l'odeur est souvent disqualifiée parmi les autres sens. C'est-à-dire que la personne qui va souffrir d'anosmie, c'est-à-dire celle qui perd l'odorat, on va estimer que c'est moins problématique que de perdre la vue ou que de ne pas entendre. Comment vous expliquez cette hiérarchie entre les sens, et est-ce que vous avez voulu écrire ce livre pour justement réhabiliter l'odorat? Oui. Et puis aussi, quand on dit disqualifié, j'ai envie de dire que c'est vrai, mais surtout en Occident. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui se passe dans d'autres contrées, mais quand j'ai lu en fait pendant que je perdais l'odorat, en fait, énormément de livres sur l'odeur et qu'il y a des cultures et des civilisations qui donnent beaucoup d'importance aux odeurs, à l'odorat. Et donc, c'est vrai que ce livre, je l'ai d'abord écrit donc en français. Il y a des livres que j'ai écrits d'abord en japonais, mais ce livre, je voulais, c'est vrai, et surtout dire aux lecteurs francophones que l'odorat peut être en fait crucial pour qu'on soit en connexion avec ce monde, et que c'est vrai que si on perd la vue, bien sûr, donc tout de suite on est il y a beaucoup de problèmes dans la vie quotidienne, mais si on perd l'odorat, il y a d'autres problèmes. C'est que d'abord en fait ça nous isole, parce que par exemple j'ai dit que j'ai perdu l'odorat et que je l'ai retrouvé. Mais
peut-être je ne l'ai pas retrouvé, mais vous ne pouvez pas dire, parce que je peux tout à fait faire semblant de sentir. Et parfois, les gens n'osent pas le dire. Et donc, en fait, ça isole les gens qui sont incapables de sentir. Et puis aussi, je pense qu'avec avec la perte d'odorat, on perd aussi la capacité... On perd, enfin... la capacité d'imaginer. Donc il y a un problème d'isolement et un problème d'imagination. Mais c'est vrai que cette idée-là apparaît très peu pour l'odorat. Dans votre livre, Ryoko Sekiguchi, vous dites qu'il y avait un sondage fait dans les années 2010 auprès de jeunes entre 16 et 25 ans, il me semble, où la question leur était posée, qu'est-ce que vous préférez perdre? Un appareil électronique, téléphone, ordinateur ou votre odorat? Et plus de la moitié a répondu l'odorat. Et vous posez une autre alternative, vous dites, moi, si on me demande entre perdre une jambe et perdre l'odorat, vous dites perdre une jambe. Ah bah oui. Ah bah oui, enfin, les gens, enfin, bien sûr, c'est handicapant, mais je serai toujours connectée avec le monde. En fait, je continuerai à sentir la présence à la fois des gens, des objets. En fait, l'odeur, c'est une extension de présence de chaque chose des animés et des inanimés. Et c'est aussi cela qui me passionne aussi, parce que à la fois aujourd'hui on parle beaucoup de vivants, mais l'odeur, à la fois, il y a des odeurs dans l'objet, dans le lieu, bien sûr, les personnes ont des odeurs. Donc, il n'y a pas de distinction entre les animés et les inanimés dans le monde des odeurs. Vous trouvez, mais quand une personne meurt ou quand quelque chose disparaît, on perd l'odeur aussi. Le souvenir de l'odeur est peut-être ce qui est le plus difficile à se souvenir. Non, une voix, on peut l'enregistrer déjà, mais on peut essayer de faire un effort pour retrouver des intonations. L'image, qui peut presque s'effacer, mais qui quand même perdure. Peut-être le toucher, la peau de quelqu'un aussi nous... Mais l'odeur, se souvenir d'une odeur, c'est impossible. Ben, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Et puis aussi, c'est parce que on n'y pense pas souvent. Oui, on pense pas aux odeurs. On pense pas aux odeurs. En fait, ce livre est né d'une commande de journal. Et quand je me souviens très bien, en fait, quand on m'a appelé en fait pour passer la commande, j'étais sur le plateau d'un théâtre en train de préparer un petit spectacle, en fait sur le continuum, sur l'idée de continuum gustatif, musical, linguistique et ce monde et l'au-delà. Et c'était aussi le spectacle pour faire revenir Christian Boltanski qui venait de partir, l'artiste. Et donc c'était une sorte de dialogue virtuel avec ses archives sonores. Et puis c'est à ce moment-là qu'en fait je faisais ces dialogues impossibles et je savais que c'était bien sûr que c'était impossible, et peut-être c'est aussi pour ça que je m'accrochais à ce que je n'avais pas encore testé à ce moment-là, essayé. Peut-être l'odeur peut être aussi ce pont qui nous relie entre ce monde et l'au-delà. Et l'au-delà. Mais après, je ne sais pas. Oui, vous n'avez pas de réponse finalement. Je n'ai pas de réponse, et d'ailleurs, en fait, j'ai offert ce livre à Christophe Boltanski, donc son neveu, qui est aussi donc romancier, et qui venait de répondre en fait, il y a une demi-heure, en fait, en lisant ce livre. J'ai essayé d'imaginer l'odeur de Christian, de son tabac froid, de son atelier quand j'étais petite et quand j'étais adolescente. Et en fait, voilà, c'est aussi
je me suis dit, si l'odeur est impossible à s'en souvenir, c'est aussi parce qu'on n'y pense pas. Ouais. Peut-être. Sauf en fait, parce qu'en vous lisant Ryoko Sekiguchi, on se rend compte effectivement qu'on ne pense pas à l'odeur, qu'elle nous enveloppe complètement. Quand on la perd, on s'en rend compte. Et quand quelqu'un sent très bon ou très mauvais, ou une pièce, ou que sais-je, là, ça nous frappe. Mais sinon, c'est comme si c'était une sorte d'ambiance presque évanescente à laquelle on attachait très peu d'importance. Ben, c'est aussi, en fait, encore une fois, c'est notre, c'est pas ce que, c'est en fait, c'est la question, je pense, juste d'éducation. En fait, il suffit de, moi non plus, avant de perdre l'odeur, l'odorat, je pense que je ne faisais pas autant attention à l'odeur. Non, je mais pense vous êtes cuisinière, vous faisiez très attention à l'odeur, je suis sûre. Mais depuis que je l'ai retrouvé, mais c'est vrai que je sais pas. Tous les jours, au moins, enfin, 50 fois, ou sinon 100 fois, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est bien de sentir. Est-ce que vous pensez que les odeurs que vous sentez aujourd'hui sont les mêmes que celles que vous sentiez avant? Est-ce qu'elles ont la même odeur avant d'avoir perdu l'odorat? Alors, j'ai parlé avec plusieurs personnes parce que bon, bien sûr, malheureusement, plusieurs personnes ont perdu l'odorat. Certaines l'ont retrouvé comme moi, et souvent, on finit par cette histoire en disant que, mais je ne sais pas si je l'ai complètement retrouvé. Et puis si une chose qu'on aimait sentir avant sent vraiment la même chose que celle qu'on attendait. Et puis en plus, on n'a jamais fait à l'école, par exemple, je sais pas, ou bien dans les hôpitaux, vérification de l'odeur, donc l'odorat. Donc on peut pas savoir en fait si on sent pareil avant et après. Mais je sais que moi je sens différemment qu'avant. C'est cette recette de soupe à la tortue selon Alexandre Dumas, père, que je vais maintenant vous livrer. Ayant dépecé votre tortue et lui ayant pour ce faire attaché au cou un poids de 25 kg, vous prenez 10 kg de tranches de bœuf, 2 jarrets de veau, 3 vieilles poules. Vous mouillez à l'aide de 3 cuillerées d'un fort et bon bouillon. Vous remplissez ensuite votre marmite du reste du bouillon. Vous garnissez d'oignons, de basilic, de romarin, vous laissez cuire pendant 6 heures. Combien sont-ils à table au lever de la 7e? Ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, Dumas a donné la démesure, alors, de ce qu'on pouvait manger en 1860, par exemple. On vient d'entendre une lecture du grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas par Georges Léon. C'était dans les après-midi de France Culture en 1974. Et on a entendu une lecture de la recette de soupe à la tortue. Dans votre livre, Ryoko Sekiguchi, L'appel des odeurs, il y a énormément de cuisine. Effectivement, l'odeur, on se dit que c'est un lieu, un domaine incontournable de la parfumerie, des cosmétiques, mais aussi de la cuisine. Comment vous êtes passé? Comment on fait pour distinguer d'ailleurs, d'abord, je pense, la différence entre le goût et l'odeur, parce que souvent les deux sont liés. Et quand on est enrhumé, par exemple, on a l'impression de perdre le goût et ne plus rien sentir, mais finalement c'est peut-être l'odorat qui a été premier, qui a été d'abord perdu. Mais c'est le goût qui nous frappe le plus quand il nous manque. Vous pensez vraiment que c'est le goût qui vous frappe? Oui, moi quand je mange quelque chose et que je ne sens rien, ça m'a pas frappé de n'avoir rien senti avant par le nez, mais c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de goût sur ma langue qui me choque. Mais je pense qu'ils sont presque inséparables et que quand on pense que c'est le goût qui vous frappe, c'est l'odeur qui frappe, je pense. Et encore une déformation du rapport à l'odorat. Pense. Et puis aussi, en fait, quand on parle de la cuisine, on parle toujours de goût. On parle toujours justement de bon goût, mauvais goût. On dit presque jamais, en fait, c'est un bon plat, mais que l'odeur n'est pas tout à fait. En fait, c'est vrai. Enfin, on revient à cette histoire d'Alain Colman. Par exemple, on fait l'analyse du goût d'un plat, mais qu'on fait rarement l'analyse des odeurs et l'évolution des odeurs au cours de dégustation d'un plat. Souvent, quand on nous apporte un plat, on dit ça sent bon. Au début, c'est vrai. Oui. Mais ensuite, peut-être qu'effectivement, on se laisse emporté par le goût et on oublie l'odeur. Oui, et puis d'ailleurs, quand on dit ça sent bon, ça sent bon, enfin sans dire plus, ça sent bon, mais ça sent quoi? Et aussi, donc
En refroidissant, par exemple, un plat, enfin, l'odeur de plat pour aussi évoluer. En fait, c'est dans le temps, en fait, en 5 minutes, il y a plein de choses qui se passent au cours de la dégustation. Et je pense qu'on fait moins attention à cela. Et on achemine avec le goût, mais pas avec, on n'accompagne pas le cheminement des odeurs. Alors, comment vous avez fait, vous, Ryoko Sekiguchi, pour justement, dans ce livre, mais même aussi dans votre rapport à la cuisine, pour saisir ce à quoi on ne fait pas attention, pour saisir cet insaisissable des odeurs. On l'a vu avec Alain Corbin, on manque d'un système analytique, on a décidé que le vocabulaire manquait, mais vous, qui êtes écrivaine, vous devez vous faire en fait la voix de ces odeurs-là. Comment vous avez fait? Alors, je pense que, bon, bien sûr, enfin, c'est un livre un peu post-Covid, hein, enfin, mais et aussi parce que, en fait, pendant le confinement, ce qui m'a le plus manqué, c'était les odeurs. Je n'ai pas aussi pensé que en fait c'était ça qui plus que le toucher. En fait, c'était les odeurs, justement l'odeur des autres qui sont dans le même wagon, enfin dans le métro, dans le bus. Donc l'odeur de présence des autres, l'odeur de présence des autres, de l'air. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai fait 12 projets entre guillemets olfactifs. C'était d'une part recueillir les propos de chefs de cave, mais un long entretien, mais en ligne. Et à ce moment-là, il n'y a pas de poste en fait qui pouvait m'envoyer les bouteilles dont il parle. Et donc c'était un peu comme Helen Keller. Donc lui, il parlait des arômes, par exemple de pivoine. Les fleuristes, n'étaient pas ouverts. Donc j'ai demandé en fait clandestinement à une amie, enfin le fleuriste, de me déposer devant ma porte les différentes sortes de pivoine, par exemple. Vous ne pouviez pas déguster les vins, donc vous aviez besoin de commentaires très précis. Voilà. Sur ce qu'il y avait dans l'odeur de ces vins. Et donc, je pense que c'était finalement un exercice mais fabuleux, parce que on devait faire confiance absolue aux mots. Pareil, en fait, j'ai créé aussi avec la spécialiste des épices, Mathilde Rollinger, un curry japonais. C'est aussi parce que mais vraiment, je ne pouvais pas aller au Japon. Je ne savais pas jusqu'à quand je serais privée de ce goût de la famille. Et en fait, je voulais avoir ce flacon magique qui me ferait en fait retrouver ne serait-ce que le temps de dégustation qui me transporterait au Japon. Pareil, et donc je pouvais pas être avec elle en train de déguster les épices et de dire alors un peu plus de fenugrec au moins. Et donc tout était fait par écrit. Est-ce que c'est suffisant? Enfin, c'est suffisant. Je dis ça, vous êtes écrivaine et vous ne cessez de dire justement qu'il y a tout un travail de traduction presque. En plus, vous êtes traductrice, de traduction des odeurs dans la langue. Mais est-ce que c'est suffisant pour sentir quelque chose, de décrire une odeur? Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à la séance que vous avez faite avec à la fois avec Cécile Coulon et puis qu'on a reçu vendredi pour son dernier livre. Voilà, et puis et Quignard et qui disait voilà tous les deux le problème de la langue. Oui. Et moi c'est vrai qu'en tant que traductrice, je voudrais croire que tout est traduisible. Et puis, si j'écris sur les 5 sens, c'est vrai que c'est parce que on dit souvent que c'est subjectif et qu'on ne peut pas partager l'impression, par exemple, de dégustation d'un plat. Mais je pense que c'est seulement par les mots qu'on peut créer ce domaine, ce territoire où que les sensations deviennent partageables et partagées.
Votre recueil est constitué de 21 textes, d'une vingtaine de textes courts, introduits par une narratrice qui a consigné dans un carnet d'odeurs des récits, des pensées, et ils se finissent toujours par des réflexions en italique qui sont plus abstraites, plus philosophiques. Est-ce que l'odeur persiste dans l'au-delà? Est-ce que des odeurs ont complètement disparu qu'on ne connaîtra plus jamais? Quelle est l'odeur d'un tableau? Quelle est l'odeur d'une fiction qu'on se raconte? Et effectivement, est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit, enfin déjà auxquelles on n'accole pas l'odeur, des fictions, des tableaux. Est-ce que vous vous êtes dit, là, je bute sur quelque chose, l'odeur ne peut pas tout dire. Je ne peux pas tout dire de l'odeur, des choses m'échappent. Non. Enfin, peut-être que je ne peux pas tout dire, mais ne pas pouvoir tout dire est une chose, mais de poser des questions, c'est toujours possible. Voilà, tout est traduisible, mais on peut dire qu'on ne peut pas tout dire finalement, c'est ça que vous dites. Oui, mais on peut toujours réfléchir. On peut toujours poser la même question. On peut toujours réfléchir. Et à ce moment-là, il y a ce terrain, ne serait-ce qu'imaginable, qui se crée et qu'on peut s'échanger dans ce terrain-là, non? Pourquoi pas? Mais je sais pas justement, parce que moi je me suis posé beaucoup de questions en vous lisant. Je me suis dit mais finalement effectivement quelle est l'odeur de ce tableau que je regarde, quelle est l'odeur de cette histoire qu'on me raconte. Et je trouve que s'imaginer, non seulement se souvenir d'une odeur, mais qui est aussi un pouvoir de l'imagination, mais s'imaginer en fait une odeur, c'est extrêmement difficile. J'ai même du mal à me souvenir l'odeur d'un parfum. C'est quelque chose qui est presque, qui est de là, c'est le maximum de l'évanescent. Je ne sais pas, parce que encore une fois, moi, j'ai envie de penser que on veut croire que c'est impossible, parce que souvent, on nous dit pas, en fait, on se pose pas la question, par exemple, en regardant le même tableau cette question un peu à la Wittgenstein, que si le rouge est le même que, lorsque notre voisin regarde. Et alors, pourquoi seulement pour le parfum, pour l'odeur, on pose cette question? Même pour le goût aussi. Pour le goût aussi, on peut se le dire un petit peu, même si on a plus de catégories. Mais justement, moi, je voudrais lutter contre ça. Je sais que c'est, le goût, on peut laisser aussi l'archive du goût avec les mots. Enfin, je voudrais croire, sinon je n'écrivais pas. Le Japon, c'est le pays étranger le plus étranger du monde. 11 millions d'habitants à Tokyo, quel parfait camouflage contre l'indiscret qui voudrait percer le secret de son cœur. Et 3 siècles d'isolement total, et le rideau brutal jeté sur tout un peuple par le sinistre éclatement de 2 bombes atomiques. Peut-on vraiment ressembler aux autres après de telles aventures? Première règle du Japon, ce qui a l'air d'y être faux est vrai. Votre pays, le Japon, vu par l'émission Panorama en 1967. Vous avez tout de suite réagi, Ryoko Sekiguchi, en disant c'est vrai, c'est vraiment le pays le plus étranger du monde. Vous avez dit je suis d'accord. Quand on est ici, oui, non? Après, en fait, ça dépend d'où on regarde ce pays. Oui. Mais c'est vrai que quand on est à Paris, quand on est en France, oui, c'est vrai que c'est un peu étrange. Vous êtes né à Tokyo en 1970, Ryoko Sekiguchi. Vous êtes d'abord venu en France à la fin des années 80. Vous dites que vous avez eu un premier choc. Après, vous avez eu un deuxième choc en visitant multiples pays autour de la Méditerranée. Puis finalement, vous êtes venu vous installer en France. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la France, mais aussi en fait dans ce passage entre ces deux cultures où le rapport au goût n'est pas le même, le rapport à l'odeur n'est pas le même, le rapport aux coutumes, à la liberté, même au livre n'est pas le même. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi pour dire que cette distance est possible à franchir. Je pense que là aussi, c'est comme l'odeur. On peut franchir la frontière de l'odeur. Oui, parce que souvent on aime dire oui. Alors bon, le Japon c'est complètement différent. Le japonais c'est complètement différent. Mais oui, c'est différent, mais on peut être on peut être 12 choses en même temps. C'est un peu pour ça aussi que j'essaye d'écrire
en français, alors que ce n'est pas ma langue maternelle du tout. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs d'écrire en français? Vous avez écrit ce livre c'est en français? comme porter justement un autre parfum. Et c'est bien, en fait, c'est aussi dans ce livre, il y a plusieurs récits dans lesquels le personnage porte en fait des innombrables parfums, enfin tous les jours un parfum différent. Et c'est pour montrer qu'on peut être plusieurs quand même. Alors pourquoi qu'on peut avoir plusieurs identités, enfin qu'on peut avoir plusieurs personnages, qu'on peut être plusieurs. Enfin, aujourd'hui, je suis une flamme. Demain, je vais être un papier. Un petit nuage. Après. Voilà, et pourquoi le parfum est là pour se transformer. Pourquoi souvent les gens ne portent qu'un parfum tous les jours, comme si ça vous voulez vous enfermer dans une identité. Ouais, c'est dommage. Alors que vous pouvez acheter une autre identité. C'est le moyen le plus facile pour vous métamorphoser. Mais parce que c'est très angoissant de ne pas avoir d'identité. On a l'impression qu'on manque d'un socle, qu'on manque d'une assise. Oh, le socle, c'est lourd, hein. C'est lourd à porter, non? Moi, je porte pas de socle, je suis dessus, hein, mais oui. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est aussi un peu ce que je fais. Je change le parfum tous les jours. C'est vrai? Vous en avez aucun qui vous qualifie ou c'est un peu vous choisissez en fonction quand même d'une humeur, de quelque chose? C'est un peu comme le plat. Vous n'avez pas envie de manger tous les jours le même plat, non? Non, mais j'ai des routines. Ah oui, d'accord. Le petit déjeuner, par exemple, on mange toujours la même chose en général. Oui, c'est vrai, mais le parfum, c'est le dîner. Ah, voilà, c'est ça. Je devrais le voir comme ça. Mais de fait, Ryoko Sekiguchi, dans votre œuvre, vous traversez des choses, je l'ai dit au début, qui sont de l'ordre, justement, qui sont le contraire de l'identité, de ce qui est figé, de ce qui est intemporel. Ce qui vous intéresse, c'est l'éphémère. Vous dites que ça a changé à partir de la catastrophe, la triple catastrophe qu'il y a eu à Fukushima en 2011. Vous l'avez affirmé dans un entretien en 2022. Vous avez cessé d'être la même écrivaine. Il y a quelque chose en vous qui a changé. Et vous êtes dit, c'est l'éphémère qui m'intéresse. C'est tout ce qu'on ne peut pas saisir comme ça. Vous avez écrit sur les nuages, sur le manger fantôme, le vaporeux, le fade, l'astringent. Des choses comme ça qui nous semblent, inattrapables, insaisissables. Pourquoi ce goût, en fait, du contraire de l'identité? C'est vrai que ce sont des projets un peu voués à l'échec, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme un traducteur qui veut toujours traduire que des textes qui paraît impossible à traduire, mais c'est vrai que c'est ça qui me passionne. L'échec alors? Non, pas l'échec, mais je pense que c'est possible. Enfin, j'espère que c'est possible que les cuisiner les nuages, c'est vraiment possible, concrètement faisable. Dites-moi. Mais c'est comme, je sais pas, mais aussi comme sentir l'odeur des tableaux. C'est un exercice qui est vraiment facile à faire. Donnez-moi un exemple. Dites-moi comment faire. Donnez-moi votre méthode alors. Non, mais vous entrez, par exemple, je sais pas, dans n'importe quel musée et vous regardez non seulement des natures mortes, mais un portrait même. Et vous vous mettez à la place de peintres. Et là, on commence à sentir cette veste, sa veste en velours, et la baume. En fait, on commence à sentir assez vite. Et vous faites ça aussi. En fait, je fais ça parfois avec les enfants de mes amis. En fait, où ils se prêtent tout de suite au jeu et ça les amuse à mort. Ils n'ont pas de blocage. Donc, c'est encore une fois, je pense que c'est nous qui nous interdisons. Encore un problème d'éducation ou alors de blocage ou d'a priori. C'est facile que ça, je pense. Est-ce que c'est la même chose? Parce que ça, moi, ces textes me passionnent pour le fade et l'astringent sur lesquels vous avez écrit. Le fade, en Occident, en France en tout cas, c'est vraiment le comble. Quand on dit quelque chose est fade, c'est vraiment presque un comble. C'est vraiment, non seulement c'est inintéressant, c'est lisse, c'est de la platitude, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'intérêt.
Or, pour vous, justement, vous avez démontré, c'est un petit peu comme ces odeurs auxquelles on ne fait pas attention, on pense qu'elles sont accessoires, qu'il y a quelque chose qui se joue, en fait, dans tous ces creux. Oui, alors oui, parce que fade, c'est à partir du moment où on dit fade, même si il y a le goût, on renonce de le goûter, enfin d'essayer de faire, on renonce les efforts d'aller sentir ce goût qui murmure. Il y a le chef Hugo Rollinger en fait qui dit c'est un goût pastel. Ah oui. Oui. Et c'est vrai, donc le goût pastel a sa charme, sa particularité. Mais si c'est vrai que c'est subtil. Mais il faut prendre le temps de regarder, il faut prendre le temps de sentir. Je pense que c'est aussi facile que ça, encore une fois. Est-ce qu'on a besoin de plus de fade dans notre vie? Est-ce qu'on est trop, en fait, dans l'éclat, dans le brillant, dans ce qui doit clinquer? Est-ce qu'on a... Ah bah oui, je pense, parce que c'est comme si, en fait, on est devenu un peu sourd et qu'on veut des sons de plus en plus, bruyants, le goût qui tape de plus en plus. Les odeurs marquantes. Bah oui, enfin, on n'est pas si vieux que ça, quand même. On peut se fier de notre cinq sens, non? C'est vrai. Et j'ai une dernière question pour vous, Ryoko Sekiguchi. Vous trouvez qu'il a quelle odeur, ce studio? Je sens une odeur d'inox lisse qui est blanc, mais qui est à peine rose et avec un peu d'aspérité. Merci beaucoup, Ryoko Sekiguchi. De vous, on peut lire, donc c'est dès aujourd'hui en librairie, c'est L'Appel des odeurs, paru aux éditions POL. J'en profite pour annoncer que vous serez à la librairie Le Mont-en-l'Air à Paris, dans le 20e arrondissement, à Ménilmontant, ce soir à 19h, pour une rencontre à l'occasion de la parution de votre livre. Pour finir, vous avez le choix entre deux chansons, des chansons liées à des odeurs, sur des lieux liés à des odeurs, une chanson sur les Tuileries ou une chanson sur une bibliothèque. Laquelle choisissez-vous? Tuileries. Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme 10, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec les blancs. Encore merci à vous, Ryoko Sekiguchi. On se quitte sur les Tuileries, chantées par Colette Mani. Un grand merci aussi à l'équipe des Midi Culture qui sont préparées par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutèche-Pérez, Apolline Limosino et Manon de la Selle. Réalisation Louise André, prise de son Marie-Claire Oumabadi. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, sur la page de l'émission et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain, Géraldine.